La vieillesse est peut-être le moment le plus magique pour revenir sur le passé. Lorsque nos mains ne sont plus assez fortes pour travailler, lorsque nos pieds ne se précipitent plus comme autrefois, l'esprit devient un film au ralenti rejouant avec vivacité chaque détail des années passées. J'ai vécu 83 sources sur cette terre, et en moi, les souvenirs restent aussi clairs que s'ils s'étaient produits hier. Certains sont doux comme le miel, d'autres amers comme un poison, mais tous font partie de ma vie, une partie indissociable de qui je suis. Mon enfance a été dure, plus dure qu'une meule, je peux vous le garantir. Nous étions pauvres, plus pauvres que des souris d'église. Mon père, bénis-le, travaillait comme un condamné à la ferme, de l'aube au crépuscule, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. À la maison, c'était un homme dur avec ses paroles. Vous savez, ignorant d'une manière douloureuse. Il disait tout ce qui lui venait à l'esprit sans y réfléchir à deux fois, croyant toujours qu'il avait raison sur tout. Ma chère mère, que Dieu ait son âme, était une sainte. Elle vivait avec soumission, s'occupant de la maison avec ce regard lointain, comme si elle se souvenait toujours de quelque chose de triste. Pour aider à faire face aux dépenses, elle préparait des tartes spéciales faites maison à vendre rien d'extraordinaire, juste du pain de maïs, un gâteau à l'érable et aux noix et un cordonnier au bail. Quand elle ne pouvait pas tout vendre, nous mangions ce qui restait. Même petite, j'avais déjà les mains dans la pâte, j'aidais à la maison et je m'occupais de mes jeunes frères et sœurs. Imaginez ceci, nous étions 13 enfants, en comptant moi. Les plus âgés trouvaient du travail à Burlington ou allaient dans les fermes avec leur père. Ils ont apporté des ingrédients frais à maman pour préparer ses tartes et pour nos repas aussi. Les filles aidaient au nettoyage. Chacun avait sa tâche, sauf les bébés bien sûr. Ils ont juste allaité et dormi. Mais vous savez, peu importe la difficulté, nous avons toujours trouvé une façon de jouer. Les enfants sont comme ça, ils s'amusent même parmi les pierres du chemin. C'est à cette époque que j'ai rencontré Silas. Oh, comme le temps change les choses. C'était le plus beau garçon du quartier, à mon avis. Il avait une façon si fière de marcher. Nous avons commencé à jouer ensemble et l'amitié s'est développée. Nous sommes devenus proches, presque inséparables. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa maison, quelque chose que je n'ai compris que bien plus tard. Nous avions toujours prévu de jouer à Willow Creek Meadow. Oh, comme cette période était merveilleuse. Nous avons joué au stickball jusqu'à épuisement, joué avec des billes d'argile, piloté des cerfs-volants faits à la main. Naomi, la sœur cadette de Silas, est également devenue ma meilleure amie. Nous étions comme trois doigts sur une main, toujours ensemble. Mes frères étaient amis avec ses frères et Jed, mon frère, courtisait même Iris, la sœur de Silas. Tout semblait si simple à l'époque. La vie était dure, mais nous savions célébrer avec peu. Je me souviens que parfois nous avions à peine assez de nourriture à la maison, mais quand nous nous réunissions pour jouer, nous oublions tout. Les rires n'ont jamais cessé. Notre communauté était petite, un de ces endroits ruraux où tout le monde se connaît. L'école reflétait cela, petite, avec une seule grande pièce. Monsieur Elia Montgomery enseignait à toutes les classes à la fois. Quel défi ce fut! Il s'était forcé de s'occuper des étudiants de tous âges. Il était bon, mais parfois c'était une véritable confusion. Les plus jeunes restaient assis le visage vide lorsque le professeur parlait de mathématiques compliquées pour les élèves plus âgés. Pendant ce temps, les plus grands s'ennuyaient lorsque la leçon était plus facile, chuchotant et plaisantant. Le pauvre monsieur Montgomery transpirait abondamment, essayant de garder tout le monde intéressé. Certains jours, nous quittions les cours la tête qui tournait. Mais monsieur Montgomery était un homme patient. Il a lutté et lutté, mais au final, il a toujours réussi à apprendre un petit quelque chose à chacun de nous. C'est auprès de lui que j'ai appris à lire, à écrire et à faire du calcul, des choses que j'ai gardées tout au long de ma vie. Vous savez, quand j'avais environ 10 ans, à la fin des années 1950, presque tout le monde dans le quartier était catholique, à l'exception de 2 ou 3 familles protestantes. C'étaient des gens bons et travailleurs. Le père Ambrose a toujours dit que nous devrions respecter tout le monde, quelle que soit sa religion. Nous sommes allés au culte du dimanche sans faute.
Nous nous levions tôt, portions nos plus beaux vêtements, parfois les repassions la veille avec le fer à repasser du poêle à bois et nous allions à l'église catholique Saint-Patrick. Le père Ambrose parlait fort et clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Il se tenait devant l'autel en face de nous, accomplissant tous ses rituels. Les femmes portaient des robes, certaines se couvrant même la tête d'une mantille en dentelle ancestrale. Les hommes, même par temps chaud, portaient des pantalons longs et des chemises amidonnées. Je me souviens de l'odeur des bougies et de l'encens qui remplissait l'église, du son de la cloche qui nous appelait au service. Pendant la semaine, nous prions le chapelet en famille tous les soirs. Ma mère avait chez elle un petit coin de prière familiale en bois sculpté à la main, avec une image de la Vierge Marie. Là, nous allumions une petite bougie et disions nos prières. Pendant le carême, la prière semblait sans fin. Les enfants allaient au catéchisme le samedi matin pour préparer leur première communion. Je me souviens avoir mémorisé le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Credo pour pouvoir faire le mien. C'était une journée tellement spéciale. Nous avons également eu les fêtes religieuses. La fête des récoltes était la plus importante, l'un des événements les plus importants et les plus attendus de la communauté. Nous avons organisé la fête paroissiale d'été avec des stands de pêche, des stands de restauration et des jeux. Tout le monde a aidé. C'était un pur bonheur. Changeant de sujet, il y avait des moments où Silas et Naomi disparaissaient comme de la fumée. Ils seraient partis pendant des jours et leurs frères aînés iraient à Willow Creek. Mais il y eut un silence douloureux. C'était comme si un nuage noir était passé au-dessus de leur famille. Aussi naïf que j'étais, j'allais chez eux pour les appeler pour jouer, mais je trouvais toujours leur mère à la fenêtre. De loin, elle disait d'une voix étrange, « Ils ne sont pas là. Ils sont allés à Burlington. » Ne comprenant rien, je rentrais chez moi la queue entre les jambes. Lorsqu'ils réapparaissaient au bout de quelques jours, j'aurais désespérément voulu savoir ce qui s'était passé, mais ils ne voulaient pas dire un mot. Ils changeaient de sujet et commençaient tellement de jeux et de divertissements que je finissais par oublier de demander. Mais quand j'étais seul à la maison, je me demandais ce qui se passait dans cette maison. Pourquoi ont-ils disparu ainsi? Pourquoi personne n'a rien dit? C'était plutôt un mystère, tu sais? Et j'étais curieux. Mais à cette époque-là, on ne mettait pas le nez dans les affaires des autres familles, alors j'imaginais, créant 1000 scénarios dans ma tête. Les années ont passé et nous avons grandi ensemble comme des plantes après la pluie. Il me semble que c'était hier, mais avant que je m'en rende compte, tout avait changé. Silas, ce garçon maigre, était devenu un jeune homme fort et travailleur. Chaque jour béni, il se rendait à Burlington au marché de produits de Monsieur Cyrus Whittaker. Au début, c'était juste pour transporter des cartons, mais Silas était trop malin. Bientôt, il tomba dans les bonnes grâces de Monsieur Whittaker, qui commença à lui apprendre à conduire le camion. À cette époque, il n'avait que 16 ans. Fille, tu aurais dû voir la joie de Silas quand il a appris. Désormais, c'est lui qui allait chercher les fruits et légumes pour les vendre au marché. Il partait tôt, alors qu'il faisait encore nuit, et revenait avec un camion plein, si fier. Parfois, quand je le pouvais, je restais au coin juste pour le voir passer, tout important au volant de ce camion. Et moi? Eh bien, je suis devenue une jeune femme rêveuse. J'imaginais à quoi ressemblerait l'avenir, en pensant à me marier et à avoir ma propre maison. Mais ne pensez pas que ce n'était que des rêves. À la maison, le travail était doublé. Il y avait des frères et sœurs à prendre en charge, la maison à ranger, des vêtements à laver. C'était de l'aube au crépuscule. Maman aimait les torchons suffisamment blancs pour faire mal aux yeux. Elle les déposait sur l'herbe et les trempait dans le savon à la lessive maison qu'elle fabriquait. Les voisins ont vraiment aimé sa recette de savon. C'était également bon pour frotter les peaux jusqu'à ce qu'ils brillent. Mais tu sais quoi? Cela ne me dérangeait pas. C'était fatigant, mais il y avait une telle fierté de voir tout propre et bien rangé. Ce qui était bien, c'était que ma mère pouvait travailler moins. La pauvre, elle en avait déjà marre de faire autant de tartes à vendre. Une fois adulte, il y avait beaucoup d'enfants à aider. Chacun a fait un peu.
Les plus jeunes balayaient la cour, les plus âgés s'occupaient du jardin. Je m'occupais surtout de la maison et ce n'était pas facile. Il y avait tellement de gens à soigner que parfois j'avais l'impression de devenir fou. Sans parler des chiens, des poules, des canards, il y avait pas mal d'animaux. Je me souviens qu'il y avait des jours où je lavais du linge dans la baignoire, mes mains toutes ridées à force de les frotter, et je pensais à Silas. Est-ce qu'il pensait à moi aussi? Oh, comme j'ai rêvé. Avant que je m'en rende compte, cette amitié d'enfance s'est progressivement transformée en amour. Vous ne croirez pas ce qui s'est passé dans notre communauté. C'était quelque chose de si horrible que même l'âme la plus dure du monde en serait ébranlée. Vous feriez mieux de vous asseoir si vous n'êtes pas déjà assis. Rien que de m'en souvenir, mes jambes s'affaiblissent. Eh bien, je vais vous le dire. Quelque chose de très étrange s'est produit. Naomi, âgée de seulement 12 ans, est tombée enceinte. Au début, personne ne savait rien, pas même elle ou moi. Mais ensuite les symptômes ont commencé. Vous savez comment c'est. Et attention, la jeune fille n'avait jamais eu de petite amie, encore moins de mari. Il y avait toutes ces ragots dans le quartier, tout le monde chuchotait, personne ne comprenait rien. Un jour, Naomi est allée voir le père Ambroise pour obtenir des conseils, non pas en confession, mais dans son bureau. La pauvre, elle devait avoir le cœur entre les mains. Lorsque le prêtre a appris ce qui lui arrivait, il n'y a pas réfléchi à deux fois. Avec la permission de Naomi, il a immédiatement appelé la police. Il savait qu'en tant que journaliste obligatoire, il avait le devoir de protéger l'enfant. C'était le plus gros scandale que Little Town ait jamais connu. La police est arrivée et a arrêté Declan Calloway devant tout le monde. Les gens sortaient dans la rue pour voir ce qui se passait. Il y avait des gens qui pleuraient, criaient, s'évanouissaient. Il semblait que c'était la fin du monde. Et le père Ambrose, oh, mon enfant a payé cher pour avoir fait la bonne chose. L'Église l'a suspendu de ses fonctions. Cela veut dire qu'il ne pouvait pas célébrer la messe, administrer les sacrements, rien. Mais tu sais ce qu'il a fait? Il préférait s'éloigner complètement plutôt que de garder cet horrible secret. Il a dit qu'il ne pouvait pas rester silencieux face à une telle chose, même si cela lui coûtait son travail. Écoute, jusque-là, je ne savais rien. Mais vous savez comment c'est dans une petite ville, n'est-ce pas? Les commérages courent plus vite que l'eau sur une colline. En un clin d'œil, ils avaient tout raconté à ma mère. Mon Dieu, quand elle est venue me parler, elle avait un tel visage à Dieu ne plaise. Elle est venue me demander très sérieusement si j'entrais chez Silas. Ne comprenant rien, j'ai dit non, que nous ne nous sommes rencontrés qu'à Willow Creek Meadow. J'ai dit que je n'étais jamais seul avec lui, il y avait toujours beaucoup d'enfants autour. Dans mon esprit naïf, je pensais que ma mère insinuait que je sortais en secret. Si seulement j'avais su. C'est à ce moment-là que le monde s'est effondré. Ma mère a commencé à raconter une histoire qui m'a glacé jusqu'aux os. Elle disait que leur père, Declan, celui qui tous les dimanches était là à la messe assis au premier rang comme s'il était un saint. Oh mon Dieu, ça me donne même la gorge nouée de s'en souvenir. Elle a dit qu'il avait agressé ses propres enfants, même Silas. Pouvez-vous imaginer? Le pire, c'est que ce n'était pas des ragots. Le curé lui-même l'avait révélé à la police, devant tout le monde. Et vous savez, les prêtres ne mentent pas, surtout le nôtre, qui avait tellement raison. Declan buvait en secret et profitait de ses enfants, les battant jusqu'à ce qu'ils aient de graves contusions. Quand j'ai entendu cela, j'ai été horrifié. C'était comme si quelqu'un m'avait jeté un seau d'eau froide dessus. Soudain, tout prenait un sens. C'est pourquoi parfois ils disparaissaient, pourquoi ils n'allaient pas à l'école, pourquoi nous ne pouvions jamais jouer chez eux. J'ai ressenti une telle pitié pour Naomi, pour Silas, pour eux tous. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver, mon Dieu? Vous savez, je n'avais jamais soupçonné quoi que ce soit. Pour moi, ils n'étaient qu'une famille normale, comme tant d'autres. Silas, toujours aussi joyeuse, Naomi, si douce, qui aurait imaginé l'enfer dans lequel elle vivait chez elle?
J'ai pensé à toutes les fois où nous avons joué ensemble, à la façon dont il devait souffrir intérieurement, et nous ne nous en doutions même pas. Et ce monstre a mis sa propre fille enceinte. Cette nuit-là, j'ai tellement pleuré que j'ai trempé mon oreiller. Je n'arrêtais pas de penser à mon ami Naomi, à Silas. Comment ont-ils enduré tout cela? Et leur mère, le savait-elle? Pourquoi n'a-t-elle rien fait? Tant de questions dans ma tête et aucune réponse. Pendant plusieurs mois, nous n'avons pas eu de culte dominical dans notre ville. C'était trop étrange. Nous avons manqué ce rituel dominical, ce rassemblement communautaire. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'un prêtre remplaçant que les choses ont commencé à revenir à la normale. Mais ce n'était plus pareil. Le père Ambroise était très aimé. Le quartier voulait qu'il revienne dans la paroisse, mais ses supérieurs ne l'ont pas accepté. L'Église est très stricte en matière de confidentialité sacramentelle. Après l'arrestation du père de Silas, il semblait que leur famille avait disparu de la carte. Silas ne passait plus avec le camion et ses frères et sœurs ne montraient leur visage nulle part. Mes frères et moi allions les appeler, mais même en voyant du mouvement dans la maison, personne ne sortait. C'était comme s'ils avaient érigé un mur invisible entre eux et le reste du monde. Un soir, tard, on frappa désespérément à notre porte. C'était la mère de Silas, Tabitha Callaway, au visage pâle et aux yeux écarquillés. Elle est venue demander à ma mère d'aller chez elle pour aider à l'accouchement de Naomi. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Ma mère est partie précipitamment et moi, qui voulais seulement accompagner, je n'ai pas eu le droit de l'accompagner. Le reste de la famille restait dans cette affliction, imaginant mille choses. Ce que je vais te dire maintenant, mon enfant, est quelque chose qui me cause encore aujourd'hui une douleur amère dans mon âme. J'ai fini par m'assoupir là, dans le salon, de tant de lassitude, à attendre. J'ai sursauté quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Le jour était déjà radieux quand ma mère est arrivée. Il suffisait de regarder son visage pour savoir que ce n'était pas une bonne nouvelle. D'une voix étranglée, elle dit « Nous avons perdu Naomi ». J'ai senti mon sang se glacer. Naomi ne pouvait pas partir, mais c'était vrai. Et ce que ma mère m'a raconté ensuite n'a fait qu'empirer les choses. Lorsque Tabitha, la mère de Naomi, est venue demander de l'aide, la fillette était déjà en travail depuis des heures. Tabitha avait essayé d'accoucher elle-même une bêtise. Mais voyant qu'elle n'y arrivait pas, elle a décidé d'appeler la voisine la plus proche, ma mère. Quand les deux hommes arrivèrent à la maison, ils trouvèrent les frères sur le corps déjà sans vie de Naomi. J'ai failli mourir de tristesse en entendant ça. Ma mère a dit que Silas était allongé sur la poitrine de sa sœur et pleurait sans arrêt. Sa mère a dit qu'elle avait passé toute la nuit à aider à nettoyer le corps de Naomi pour la veillée funèbre. Ils n'ont même pas pu accoucher cette nuit-là. J'avais l'impression que quelque chose en moi était mort avec mon meilleur ami. La jeune fille joyeuse que j'étais est restée enterrée avec mon ami. Le monde devint soudain plus sombre et plus froid. Et Silas, eh bien, le Silas que je connaissais est également mort cette nuit-là. Le jeune homme que j'ai vu à la veillée de sa sœur était une autre personne, avec des yeux vides et un silence qui criait plus fort que n'importe quel mot. La ville entière était en deuil. Ce jour a marqué la fin de notre innocence. Désormais, plus rien ne sera plus pareil. La vie, déjà dure, a montré son visage le plus cruel et nous, encore si jeunes, avons dû apprendre à faire face à une douleur qui semblait trop grande pour rentrer en nous. Après un certain temps, je ne sais pas si c'était un mois ou deux, je suis allé à Willow Creek Meadow, ce même endroit où Naomi, Silas et moi jouions. Je me suis assis là, me souvenant du bon vieux temps. Il ne fallut pas longtemps avant que Silas apparaisse. Lorsqu'il m'a vu, il a voulu se retourner, mais je l'ai poursuivi. Silas, dis-je, parlons un peu. Je lui ai dit que je souffrais beaucoup, tout comme lui. Mon Dieu, c'était comme allumer une mèche. Il était tellement en colère. « Es-tu sûr que tu souffres comme moi ?» dit-il, les yeux pétillants de colère. Et puis mon enfant ? C'était comme si un barrage avait éclaté. Il se mit à parler sans arrêt, déversant tout ce qui lui restait coincé dans la gorge depuis des années.
Il m'a dit que son père, de clan, avait un sérieux problème d'alcool. Mais il ne faisait pas partie de ces ivrognes que tout le monde connaît. Non, tout cela était caché aux yeux du voisin. Nous ne nous en doutions même pas. Silas et Naomi ne m'avaient jamais rien dit. J'ai pensé que c'était de la honte, mais plus tard j'ai compris que c'était de la peur, une peur terrible. Il n'arrêtait pas de raconter, et j'étais là, écoutant tout, le cœur dans les mains. Il a expliqué que son père les battait, eux et leur mère, presque tous les jours, toujours là où les bleus ne se voyaient pas. Et le pire? Chaque nuit, De Clan exigeait qu'un de ses enfants couche avec lui. Il y avait 7 frères et sœurs au total. Lorsque les plus âgés ont commencé à grandir, il a commencé à préférer les plus jeunes. Rien que de m'en souvenir, j'ai une boule au ventre. J'étais là, j'écoutais tout ça et je pleurais comme une âme condamnée. Mais Silas ne voulait pas s'arrêter. Il a dit que leur mère savait toujours tout et le permettait. Non pas qu'elle aimait ça, la pauvre, elle aussi se faisait toujours battre. La famille allait à l'église tous les dimanches, mais le père interdisait à tout le monde de confesser la vérité. Il a dit qu'il mettrait le feu à la maison si quelqu'un ouvrait la bouche. Mon Dieu, je ne pouvais plus supporter d'entendre autant de mauvaises choses. C'était comme si De Clan était le diable en bas. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire sous nos yeux, sans que nous le sachions? Je me sentais tellement stupide, tellement aveugle. Et en même temps, j'avais une douleur dans la poitrine en pensant à tout ce que Silas, Naomi et leurs frères et sœurs avaient vécu. Et regardez ce que Silas m'a dit, sa plus grande peur était que son père sorte de prison et s'en prenne à eux pour se venger. Oh mon Dieu, rien que de m'en souvenir me donne des frissons dans le dos. Il m'a dit avec cette voix étranglée, « Gwen, si ma petite sœur n'était pas tombée enceinte, personne n'aurait jamais découvert ce que ce monstre nous a fait. » Naomi était la seule courageuse à avoir raconté toutes ces atrocités au père Ambrose. Je n'y avais jamais pensé, tu sais? Mais Silas avait raison. Si la pauvre Naomi n'était pas tombée enceinte, cet enfer aurait pu durer on ne sait combien de temps. Quelle situation! Mon Dieu au ciel! Puis Silas a commencé à raconter, les larmes aux yeux, comment les frères et sœurs aînés essayaient parfois de confronter leur père. Il a dit qu'il y avait même des moments où il y avait des coups, mais le vieil homme était plein de menaces. Il a dit des choses telles que même Dieu en douterait, et il savait de quoi cet homme était capable. Finalement, ils ont renoncé à lui faire face. C'était la peur, vous savez, la peur que quelque chose de pire n'arrive. Quand j'ai entendu tout cela, je n'ai pas pu le supporter. J'ai serré Silas dans mes bras avec toute la force que j'avais dans mes bras. Il me semblait que je voulais le protéger de tout le mal du monde. Nous restâmes là, enlacés, pleurant comme 2 pénitents. Les larmes coulaient brûlantes sur nos visages, trempant les chemises de chacun. C'était un cri de douleur, mais aussi de soulagement, comme si toute cette souffrance accumulée pouvait enfin sortir. Au milieu de tous ces pleurs, Silas sanglotait, « Naomi me manque tellement, ma Gwen, tellement que ça fait mal ici. Oh mon Dieu, cela m'a transpercé le cœur. Naomi, si jeune, si pleine de vie. Quel dommage! Mon Dieu, quel sort cruel pour une fille qui commençait à peine à vivre. » À ce moment-là, j'ai compris le poids que portait Silas. Ce n'était pas seulement la douleur de ce qu'il avait vécu, mais la peur de ce qui pourrait arriver, le désir de sa sœur disparue, la culpabilité de ne pas avoir pu la protéger. C'était une souffrance trop grande pour qu'un jeune homme puisse la supporter seul. C'est ce jour-là que je me suis promis de tout faire pour aider Silas à surmonter ce traumatisme. Je ne savais pas comment, mais j'essaierai. Parce que l'amour est comme ça, non? Nous voulons porter une partie du poids de l'autre, même sans savoir exactement comment le faire. Vous savez, une chose s'est produite après tout ça. J'ai commencé à voir mon père avec des yeux différents. C'est vrai qu'il avait cette façon un peu bourrue de dire les choses sans réfléchir, mais jamais, pas une seule fois, il ne m'a regardé, moi ou mes frères, différemment. Et son amour pour ma mère était beau à voir. Il rentrait directement du travail, sans boire une goutte d'alcool. Tout cela m'a fait mieux voir l'homme qu'il était. Après ce jour, quand Silas m'a raconté ces horribles choses,
nous avons continué à nous voir plus souvent. Mais c'était comme s'il y avait un accord tacite entre nous, nous n'abordions plus ce sujet lourd. C'était comme si nous voulions faire comme si cela n'était jamais arrivé. Vous comprenez? Je pense que c'était une façon pour nous de gérer tout cela. Silas est retourné travailler au marché de Monsieur Whittaker. Je me souviens, comme si c'était hier, un jour qu'il s'est arrêté chez moi dans cette vieille camionnette internationale harvestée de Monsieur Whittaker, klaxonnant comme un fou. Il a crié de l'extérieur, « Gwen, allons faire un petit tour. » Je suis devenu plus rouge qu'une tomate. J'ai regardé ma mère, ne sachant pas quoi faire. Et tu sais ce que ma mère a dit? Allez, ma fille, profite un peu aujourd'hui. Je comprends qu'elle a fait cela parce qu'elle ressentait beaucoup de pitié pour la famille de Silas. Elle pensait que c'était bien qu'il ait un peu de distraction, vous savez, après tout ce qui s'est passé. Je pense que tout le monde voulait voir un peu de joie dans cette famille. En fait, c'est à cette époque que ma mère et Tabitha, la mère de Silas, se sont rapprochées. C'était comme si ma mère voulait aussi s'occuper de Tabitha. Nous la voyions de temps en temps, toujours avec ce regard triste, mais il semblait que parler avec ma mère lui faisait du bien. Ce jour-là, j'ai fini par accepter l'invitation de Silas à faire un tour. Nous avons parcouru un peu la ville sans trop parler. Le silence entre nous était confortable. Le simple fait d'être là côte à côte semblait déjà suffisant. Il conduisait lentement, comme s'il voulait que ce moment dure pour toujours. Et moi? Eh bien, j'étais là, sentant le vent sur mon visage, pensant à quel point la vie pouvait être imprévisible. C'est à ce moment-là qu'il a parlé, avec cette voix qui a fait battre mon cœur, « Gwen, je ne travaille pas aujourd'hui. Monsieur Whittaker m'a laissé garder le camion pour vous emmener. J'ai trouvé ça incroyable, un camion rien que pour nous. Il a dit qu'il allait m'emmener à Burlington et nous sommes partis. En arrivant sur la place principale de Burlington, Silas voulait m'emmener dans un restaurant, mais idiot, j'étais gêné. Je ne m'étais pas habillé, tu sais? Nous avons fini par avoir une crème à l'érable sur la place. J'ai opté pour le goût fraise. Sur le chemin du retour, lorsque nous sommes montés dans le camion, notre premier baiser a eu lieu. Mon Dieu du ciel, j'ai senti tout mon corps brûler. C'est quelque chose que je ne peux même pas expliquer, n'est-ce pas? Sensationnel et trop peu pour le décrire. Là, à ce moment-là, j'ai cru avoir découvert le secret du bonheur. Après le baiser, il m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas, Gwen ?» J'étais abasourdi parce qu'en fait, il ne me l'avait jamais dit auparavant. Je ne savais pas. C'est là, dans cette vieille internationale harvestée rouge, que nous nous sommes déclarés. Nous avons fait vœu d'amour éternel, nous nous sommes promis de ne jamais nous quitter. Je suis rentré chez moi ce jour-là, marchant dans les airs. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire, me souvenant du baiser, des mots de Silas. Je suis resté éveillé toute la nuit, repensant à chaque détail dans ma tête, imaginant notre avenir ensemble. Les mois ont passé et cette vie est devenue notre routine. Silas venait toujours me chercher pour sortir. Nous allions au restaurant. C'était notre petit endroit pour sortir ensemble, tu sais? Nous nous asseyions à la table en formica avec une collation et restions là à discuter, à faire des projets. L'avantage de rouler en camion, c'est que nous apprenions toujours à connaître de nouveaux endroits. Et croyez-moi, cette petite ville nous a toujours surpris avec des endroits que nous n'avions jamais vus auparavant. Entre-temps, un de ces jours où nous sommes rentrés, j'ai découvert que mon père avait donné sa bénédiction pour que mon frère Jed épouse Iris, la sœur de Silas. Vierge Marie, c'était toute une agitation. Tout le monde savait qu'Iris n'était plus une pure jeune fille, mais vous savez comment ça se passe dans une petite ville, n'est-ce pas? Tout le monde faisait semblant de ne pas savoir. C'était ce genre de secret que tout le monde connaît, mais que personne ne mentionne. En regardant en arrière maintenant, avec les yeux de quelqu'un qui a beaucoup vécu, je me demande ce qu'a dû endurer cette pauvre fille. À l'époque, j'étais trop jeune pour vraiment comprendre. J'étais juste soulagé qu'elle ne soit pas tombée enceinte de son monstre de père. Pouvez-vous imaginer la souffrance?
Leur mariage était simple mais beau. Iris portait une petite robe blanche confectionnée par ma mère. Jed était si fier qu'il avait l'air d'être sur le point d'éclater de bonheur. Je les regardais tous les deux, pensant autour de la vie. J'ai pensé, bientôt, ce sera moi, là avec mon Silas. Après la cérémonie, alors que tout le monde faisait la fête, j'ai emmené Iris dans un coin et je l'ai serrée fort dans mes bras. Je n'ai rien dit, mais je pense qu'elle a compris. Parfois, un câlin en dit plus que 1000 mots. J'ai vu dans ses yeux un mélange de soulagement et de gratitude. Maintenant, ce qui s'est passé ensuite a été une telle tragédie que cela me fait encore mal au cœur rien que de m'en souvenir. Il y a des moments où je pense que tout cela n'était qu'un mauvais cauchemar, mais ce n'était pas le cas. C'était réel et cela a marqué tout le monde. C'était une aube froide, une de celles où l'on s'enveloppe tout entier dans la couverture. Soudain, nous avons entendu des appels à l'aide désespérés. Sainte Marie, j'ai sauté du lit d'un seul bond. Mon cœur est presque sorti par la bouche. Tout le monde s'est réveillé. Il y avait toute cette précipitation. Nous sommes sortis dans la rue, toujours en chemise de nuit, pieds nus. Les voisins sont également apparus, tous effrayés. Quand je l'ai vu, j'ai cru que j'allais m'évanouir sur le champ. C'était de la fumée et du feu qui sortaient de la maison de Silas. Cela ressemblait à l'enfer sur terre. À ce moment-là, il m'est venu à l'esprit que c'était son père, ce monstre, qui revenait pour se venger. Nous avons appris plus tard que deux clans avaient été libérés prématurément en raison de la surpopulation carcérale et du manque de preuves. Les autorités n'avaient pas informé la famille, la laissant vulnérable à son retour. J'ai couru près de la maison, désespéré. Je voulais entrer, sauver tout le monde, mais ce n'était pas possible. Deux clans a dû attendre qu'ils soient tous endormis avant de sceller les fenêtres et les portes avec des planches de l'extérieur. La famille s'est réveillée et s'est retrouvée coincée lorsque l'incendie s'est déclaré. Mon père, que Dieu lui accorde du repos, est allé voir leur puits et a vu que deux clans l'avaient même recouvert de planches épaisses, éliminant ainsi toute issue de secours. C'était une course folle. Tout le monde allait chercher des seaux d'eau chez soi pour essayer d'éteindre le feu, mais c'était comme jeter de l'eau sur des braises. Cela n'a guère aidé. Le feu ne faisait qu'augmenter, et la fumée, Notre-Dame, était noire, épaisse, montant vers le ciel comme un nuage de méchanceté. Puis, mon père, un homme courageux comme lui seul, a vu une porte qui n'avait pas de planche. Il lui donna un coup de pied de toutes ses forces et le renversa. Il prit un linge, le mouilla dans l'eau et le mit sur son visage. Alors qu'il était sur le point d'entrer, qui en sortit sinon Silas, toussant si fort qu'il avait l'impression qu'il allait cracher ses poumons. Avec lui venaient 3 de ses frères, tous noirs de fumée, les yeux rouges comme du poivre. J'ai alors remercié Dieu et la Vierge de les avoir vivants. Mon père a demandé à Cornelius, mon frère, d'aller chercher le pied de biche chez nous pour ouvrir leur puits. Mon père, désespéré, demanda « Où sont les autres ?» À peine avait-il parlé que M. Griffin Walsh, notre voisin, est entré en courant dans la maison. Sainte Marie, quel homme courageux! La fumée était si épaisse qu'on pouvait à peine le voir entrer. Peu de temps après, M. Walsh est sorti, traînant l'un des frères de Silas et lui a dit, là, dans la chambre. C'était une scène que je n'oublierai jamais. Il semblait que la mort était entrée dans cette maison et avait choisi qui elle prendrait. Mon père, le frère de Silas, et Silas rassemblèrent leurs forces et entrèrent dans la maison. Chacun est revenu avec le reste de la famille. Et puis, mon enfant, le pire est arrivé. Le père de Silas, ce mauvais sang, était toujours conscient là-dedans. Lorsque M. Walsh est allé le faire sortir, le misérable l'a poignardé au ventre. Imaginez ça. L'homme lui sauve la vie, et il fait une chose pareille. C'était toute une bagarre là-dedans. Nous ne pouvions entendre que les cris et les bruits de rupture. Après un temps qui semblait être une éternité, M. Walsh réussit à renverser le père de Silas. Le vieil homme avait inhalé tellement de fumée qu'il avait fini par s'évanouir. Mon père et les autres voisins se sont précipités et ont fait sortir M. Walsh de là. Le pauvre, il saignait beaucoup, mais il était toujours en vie, Dieu merci.
La maison, celle-là n'avait pas de salut. Le feu a tout consumé, le père de Silas étant toujours là. Et ce que je vais vous dire maintenant, c'est la partie la plus difficile de cette nuit. Quand ils ont emmené la mère de Silas hors de la maison, la pauvre, elle était déjà sans vie, toute meurtrie. Vous savez, le père de Silas, ce monstre, lui avait fait de terribles dégâts avant de mettre le feu à la maison. La même chose qu'il a faite à Monsieur Walsh, il l'a fait de très nombreuses fois à Tabitha. C'était une scène que je n'oublierai jamais de ma vie, voir cette pauvre femme, qui avait déjà tant souffert, dans cet état. Oh mon Dieu, ça me brise le cœur. Nous étions tous sous le choc, incapables de croire ce que nous voyions. Comment un être humain peut-il être capable d'une telle barbarie envers sa propre famille? À cette heure-là, j'avais l'impression que le monde avait perdu tout sens. Les frères et sœurs plus jeunes de Silas, qui ont vu leur père tuer leur mère sous leurs yeux, et notre petite ville était à nouveau en deuil, mon enfant. Je regardais Silas, le cœur serré, ne sachant que dire pour le consoler. Quels mots peuvent soulager une telle douleur? Le corps calciné de son père a été enterré comme indigent. Aucun d'eux ne voulait rien savoir de cet homme. Iris, ma belle-sœur, la pauvre, lorsqu'elle a appris ce qui était arrivé à sa mère et au reste de la famille, a failli crever. C'était une chance qu'elle n'habite plus là à cette époque. Dieu est Père, parce que si elle avait été là, je ne veux même pas penser à ce qui aurait pu arriver. Après l'enterrement de Tabitha, que Dieu lui accorde la paix, la situation est devenue encore plus triste. Toute la famille était sans toit, avec seulement les vêtements sur le dos. Mais vous savez comment ça se passe dans le pays, l'un aide l'autre. La terre leur appartenait toujours, Dieu merci, et c'est à ce moment-là que toute la ville s'est mobilisée pour leur venir en aide. Je n'ai jamais vu autant de gens unis. Vous savez, c'était un effort collectif qui vous faisait pleurer. Chacun avec un outil à la main, nettoyant la cour, enlevant les restes de la vieille maison. Il y avait des gens qui ne connaissaient même pas bien la famille, mais qui étaient là, sous le soleil brûlant, pour aider comme ils pouvaient. Pendant ce temps, les frères et sœurs restaient dans l'église. En quelques jours, ils ont érigé une petite maison en bois. Ce n'était bien sûr pas un palais, mais c'était un toit. Voir cette maison émerger, c'était comme voir une fleur pousser au milieu de l'asphalte, vous savez? Un signe d'espoir au milieu de tant de tristesse. Ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est de voir le plus jeune frère de Silas, âgé de seulement 9 ans, tout perdu au milieu de cette confusion. Les enfants ne devraient pas vivre ça, n'est-ce pas? Parfois, j'imaginais ce qui se passait dans sa petite tête. Ma mère, une sainte femme, était là tous les jours dans leur nouvelle maison. Elle apportait une marmite de soupe, un gâteau, tout ce qu'elle pouvait préparer. Et ce n'était pas seulement elle. Les autres aussi se relayeraient. L'un apportait des vêtements propres, un autre aidait à ranger la maison. C'était beau à voir. Je me souviens d'une fois où j'y suis allé avec ma mère. La maison sentait encore la peinture fraîche et le bois neuf. Silas était assis sur le porche, le regard vide. Quand il m'a vu, il a eu un sourire triste. Il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. À cette époque, j'ai appris que la vie peut être dure, mais aussi que les gens peuvent être très, très bons. J'ai vu des gens partager le peu qu'ils avaient, travailler gratuitement, vraiment attentionnés. C'était toute une leçon. Cela a montré que même dans les heures les plus sombres, il y a toujours une petite lumière de bonté qui brille quelque part. À la fin de cette année-là, Silas m'a surpris en me disant qu'il voulait m'épouser. Le problème était que nous n'avions nulle part où vivre. Il m'a dit qu'il discutait avec Monsieur Whittaker de la location de cette petite maison derrière le marché. En fait, c'était un hangar où il gardait des fruits et des légumes, mais Silas a dit qu'il le rénoverait pour en faire une maison pour nous. Il a demandé la bénédiction de mon père et de ma mère. Il ne fallut pas longtemps avant que tout soit arrangé. Nous nous sommes mariés quand j'avais 17 ans et lui 19 ans. C'était une fête simple, mais pleine d'émotions. Je me souviens comme si c'était hier, de moi dans une petite robe blanche confectionnée par ma mère, et de lui, tout fier, dans un costume emprunté à mon père.
Ma mère s'est surpassée en préparant un gâteau à 3 étages, le tout recouvert de glaçage. C'était magnifique, on aurait dit quelque chose sorti d'un magazine. Nous n'avions pas de lune de miel, mais à cette époque, cela ne semblait pas important. Notre première fois ensemble était quelque peu étrange. Silas, le pauvre, ne se sentait pas très à l'aise de toucher son corps. J'ai compris que c'était à cause de ce traumatisme du passé. J'y suis allé lentement. Nous nous sommes découverts petit à petit, sans précipitation. Au début, il devenait très tendu, mais avec le temps, il semblait qu'il oubliait les mauvaises choses du passé. Au bout d'un moment, les choses se sont très bien passées entre nous. C'était comme si nous avions enfin trouvé notre rythme. Quand on est jeune, il n'y a pas de mauvais moments. Nous étions amoureux, et cela semblait suffisant pour surmonter toutes les difficultés. Avec le recul, je me rends compte à quel point nous étions jeunes et naïfs. Nous pensions que l'amour résoudrait tout, que nos vies ressembleraient à un conte de fées. Nous ne connaissions pas les défis qui nous attendaient, les difficultés auxquelles nous devions faire face. Ah, alors une nouvelle phase de notre vie a commencé. J'ai commencé à travailler au marché de Monsieur Whittaker avec Silas, et devinez quoi? J'ai bien aimé. C'était pressé, mais je me sentais important, j'aidais les clients, arrangeais les étagères et, mieux encore, je pouvais être plus proche de ma bien-aimée. En parlant de lui, j'ai commencé à l'accompagner lors de ses déplacements matinaux en camion. Sainte Marie, comme c'était fatigant, mais quelle aventure! Nous partions alors que le coq n'avait même pas encore chanté. J'étais tout enveloppé dans un vieux châle de ma mère pour me protéger du froid d'avant l'aube. Silas conduirait et j'étais là à ses côtés, regardant le jour se lever par la fenêtre du camion. C'était tellement beau. Nous sommes restés dans cette vie pendant presque 1 an. Puis, un jour, Monsieur Whittaker est arrivé avec un visage de quelques amis. Il a dit qu'il déménageait dans une autre ville et vendait son entreprise. Fille, ça a été un choc. Comment allions-nous vivre sans ce travail et sans maison? Mais ensuite, un miracle s'est produit. Monsieur Whittaker, cet homme au bon cœur, a dit qu'il allait nous donner le vieux camion. Imaginez ça. Il a dit que nous pouvions choisir entre le vendre ou le garder. Il a dit qu'il voulait aider, qu'il savait que nous commencions tout juste notre vie. La seule condition était que nous déplacions ses affaires dans une autre ville. Bien sûr, nous avons immédiatement accepté. Nous avons fait le geste de Monsieur Whittaker en un clin d'œil. Il semblait que la chance nous souriait, mais ce fut pour une courte période. Bientôt, un autre problème est apparu, un de ceux qui font perdre du terrain. Notre plan était de parler aux nouveaux propriétaires du marché, d'essayer de continuer à payer le loyer de cette petite maison à l'arrière. Après tout, c'était la seule maison que nous connaissions. Mais quand nous sommes allés lui parler, c'était comme si on nous jetait un seau d'eau froide sur la tête. L'homme a dit qu'il allait tout démolir. Il souhaitait construire un magasin plus moderne, a-t-il déclaré. Et tu sais ce qui est pire? Il ne nous a donné que 20 jours pour partir. 20 jours. Comment trouver un logement en 20 jours? Silas marchait d'un côté à l'autre, tel un cafard égaré, à la recherche d'une solution. C'est à ce moment-là qu'il a eu une idée, une de ces idées qu'on entend et qu'on se demande, est-ce qu'il s'est cogné la tête? Il m'a regardé et m'a dit, Gwen, et si nous vivions dans le camion? Au début, je pensais qu'il avait perdu la tête. Comment ça allait se passer, vivre dans un camion? Comment une telle chose pourrait-elle se produire? Mais Silas, tout excité, commença à expliquer son plan. Réfléchis, Gwen, dit-il. Nous prenons le camion, effectuons quelques livraisons ici et là. Nous n'avons pas besoin de payer de loyer, juste de l'essence. Et je peux trouver du travail n'importe où. Au début, je pensais que c'était de la folie, mais plus il parlait, plus j'étais excité. Et c'est comme ça qu'on a décidé de tout quitter et de partir vivre dans un camion. Il ne fallut pas longtemps avant que Silas ait déjà arrangé 3 ou 4 endroits où aller et revenir avec des marchandises. C'était quelque chose à voir. Nous avons mangé dans des restaurants en bordure de route, certains proposant des plats alléchants, d'autres moins.
Le bain était dans les stations-service. Il y avait des moments où je prenais des bains si froids que je pensais que je me transformerais en crémeux à l'érable. Quand le corps n'en pouvait plus, on s'offrait le luxe de dormir dans une pension. Oh, comme c'était bon de s'allonger dans un vrai lit de temps en temps. Mais la plupart du temps, notre matelas était le siège du camion, incliné autant que possible. Le meilleur, c'est que nous économisions un bon pécule, en mettant tout en banque en épargne. Nous avons vécu cette vie pendant un peu plus de 2 ans. C'était dur, tu sais. Il y a eu des jours où je pleurais en me cachant, la maison me manquait, ma mère me manquait. Mais il y avait aussi beaucoup de joie. Nous étions jeunes, nous étions ensemble et chaque jour était une nouvelle aventure. Si ce camion pouvait parler, vous ne voudriez pas savoir ce qu'il vous dirait. Je me souviens d'une fois où nous nous sommes arrêtés dans un endroit magnifique, plein d'arbres en fleurs. Silas a garé le camion, m'a pris la main et nous nous sommes assis là, regardant le coucher du soleil. À ce moment-là, malgré toutes les difficultés, je me sentais comme la femme la plus heureuse du monde. Ce jour-là, je n'en avais encore aucune idée, mais je portais déjà en moi notre premier enfant. C'est à ce moment-là que tout a changé. Nous avons loué une petite maison ancienne pour économiser l'argent que nous avions rassemblé avec tant d'efforts. C'était un endroit simple, mais nous avons fait un effort pour que tout soit agréable. Je me souviens avoir passé des heures à nettoyer, à ranger, à rêver à l'avenir. Il ne fallut pas longtemps avant que notre petite dame vienne au monde. Nous avons décidé d'honorer ma belle-mère en nommant la fille Willa. Ah, quel bébé potelé elle était! Elle est née avec près de 9 livres, une boule d'amour. Pendant la grossesse, j'accompagnais toujours Silas dans ses voyages, mais après la naissance de Willa, j'ai commencé à rester à la maison pendant qu'il continuait son voyage. C'était un bon moment, plein de joie simple. Je me suis consacré corps et âme à prendre soin de notre petite fille. L'amour que je ressentais était si grand que parfois je pensais que ma poitrine allait exploser. La fille tétait magnifiquement, devenait chaque jour plus potelée, avec ses petites jambes rebondies qui donnaient envie de les mordre. Et quand Silas arrivait à la maison, oh mon Dieu, Willa était toute excitée, ses petits yeux brillaient et elle se tortillait partout dans son berceau comme si elle voulait sauter dans les bras de son père. C'est une scène qui m'a fait chaud au cœur. Regardez comme la vie est drôle. Notre petite avait à peine 1 an et j'étais déjà de nouveau enceinte. Il semblait que la cigogne avait fait son nid chez nous. À cette époque, Silas était tout enthousiasmé à l'idée de changer de camion. Il passait des heures à en parler, les yeux brillants. Un jour, il arriva chez lui avec des nouvelles. Il avait trouvé le camion de ses rêves. Sainte Marie, c'était une beauté, grande, toute brillante. Silas a donné ce vieux camion comme acompte et a compensé le reste avec le peu d'argent que nous avions économisé au prix de tant d'efforts. J'ai senti mon cœur se serrer de voir nos économies disparaître. Après tout, nous avions encore un loyer à payer. Mais voir sa joie compensait tout. J'ai fait confiance à mon mari. Il ne fallut pas longtemps avant que Silas reçoive une nouvelle offre d'emploi. Il s'agissait d'effectuer des voyages plus longs, de livrer des marchandises vers d'autres villes voisines. D'un côté, c'était bien parce qu'il gagnerait plus. D'un autre côté, oh mon Dieu, cela signifiait qu'il serait loin de chez lui plus longtemps. Quand il me l'a dit, j'ai ressenti un choc. Imaginez-moi là, enceinte, m'occupant d'un petit enfant, et maintenant Silas allait être absent pendant 2 semaines consécutives. Mais que pouvais-je faire? Nous avions besoin d'argent et il était tout enthousiasmé par le nouveau camion. J'ai ravalé mes larmes et lui ai donné de la force. Et ainsi, notre nouvelle routine a commencé. Silas partait un lundi, chargé de nostalgie et promettant de revenir bientôt. Je restais là, comptant les jours sur le calendrier, prenant soin de notre fille et sentant l'autre bébé grandir dans mon ventre. Les 2 semaines semblaient ne jamais s'écouler. À son retour, c'était une fête. La petite fille courait dans ses bras. Je pleurais de joie. Mais bientôt, dimanche soir viendrait, et il repartirait là, laissant un vide grand comme le monde. À l'approche de la naissance du bébé, Silas a réussi à rester à la maison plus longtemps, Dieu merci.
il n'a pas manqué la naissance de Freya, notre deuxième petite princesse. Oh, quelle journée c'était! Elle est venue au monde par une belle matinée de printemps, en bonne santé. Silas pleurait comme un petit garçon en la tenant dans ses bras. C'était une période difficile, tu sais? Je me suis retrouvé à m'occuper des petits pratiquement seul. C'était trop exigeant. Willa avait déjà 4 ans, une fille intelligente et pleine d'énergie. J'ai passé la journée à courir après elle et sa sœur cadette, à changer les couches, à préparer à manger et à nettoyer la maison. Parfois, quand je m'allongeais la nuit, je sentais tout mon corps me faire mal à cause de tant de travail. C'est à cette époque qu'un jour Silas rentra à la maison, tout excité, disant qu'il avait une excellente nouvelle. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Il a franchi la porte avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il a dit qu'il allait louer un grand entrepôt à Burlington et démarrer sa propre entreprise. Sa propre entreprise. Son idée était d'embaucher des amis qui possédaient déjà leur propre camion pour effectuer les déplacements. Silas ne voyagerait plus, il resterait en ville, s'occupant des contacts avec les entreprises. Il a expliqué qu'il paierait les chauffeurs et conserverait une partie des bénéfices. À l'époque, je pensais que c'était une belle affaire. Je me suis dit, enfin, les choses vont s'améliorer pour nous. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Silas a loué l'entrepôt, un endroit vaste et vide qui s'est vite rempli de cartons, de papier et d'un téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Il y passait toute la journée à faire ses comptes, à discuter avec les chauffeurs, à négocier le fret. Il rentrait chez lui tard dans la nuit, fatigué mais les yeux brillants d'excitation. Au début, c'était difficile. L'argent manquait et nous devions nous contenter du peu qui rentrait. J'ai continué à m'occuper des filles et de la maison, avec maintenant l'inquiétude de savoir si les affaires allaient marcher. Parfois, au lit la nuit, j'entendais Silas marmonner, faire ses comptes, inquiet s'il aurait de l'argent pour payer les chauffeurs à la fin du mois. Mais petit à petit, les choses ont commencé à s'améliorer. Le téléphone sonna encore, les camions allaient et venaient, chargés, et Silas commença à se détendre un peu. Ce qui a véritablement transformé notre entreprise, c'est l'innovation de Silas en matière de routage. Il a développé un système d'optimisation des itinéraires de livraison qui a permis de réduire les coûts de carburant de près de 30%. Alors que d'autres entreprises de camionnage étaient aux prises avec la crise pétrolière des années 1970, nous prospérions. Chaque année, nous avons réinvesti la plupart des bénéfices dans l'entreprise, en ajoutant progressivement davantage de camions et en embauchant des chauffeurs fiables. En 1975, nous nous sommes étendus aux États voisins et en 1980, nous avons obtenu des contrats avec plusieurs grands fabricants du Nord-Est. Ils commençaient même à rapporter de temps en temps des petits cadeaux à la maison, une poupée pour Willa, une nouvelle petite robe pour Freya. Avec le recul, je constate que ce changement a marqué le début d'une nouvelle phase dans nos vies. Silas ne voyageait plus, c'est vrai, mais il n'était plus chez lui non plus. Il passait toute la journée dans cet entrepôt, rentrant tard, toujours la tête pleine de problèmes de travail. Mais au moins, il dormait avec moi toutes les nuits. Eh bien, c'est à ce moment-là que j'ai eu une idée, mettre les enfants à la maternelle et proposer d'aider à l'entrepôt, en répondant au téléphone. Au début, Silas a levé le nez. Il était jaloux, tu sais. Il n'y avait que des hommes là-bas et il pensait que ce n'était pas un endroit pour moi. Mais moi, aussi intelligent que je sois, j'ai rapidement organisé une école maternelle à proximité de l'entrepôt. Comme ça, j'y apparais comme par hasard, je donne des idées ici, je réponds au téléphone là. Petit à petit, je me suis infiltré sans qu'il s'en rende compte. Et regardez ça, Silas commençait à rentrer chez lui moins fatigué, mais le meilleur était encore à venir. Il y avait une grande entreprise de transport avec laquelle Silas rêvait de conclure un contrat, mais il ne pouvait en aucun cas le gérer. L'homme qui en était le propriétaire ne voulait même pas nous parler. Un jour, alors que Silas sortait pour livrer des choses, j'appelais secrètement cette entreprise de transport. J'ai demandé à parler avec le propriétaire, Monsieur Beckett Harrington. J'ai dit que nous étions une petite entreprise, oui, mais c'était une entreprise familiale.
Puis j'ai laissé tomber la question, êtes-vous né avec une cuillère en argent dans la bouche? L'homme était un peu maladroit. J'ai continué, sinon, sachez que tout le monde commence par le bas. Si vous ne nous donnez pas de chance, quelqu'un le fera dans le futur, et vous le regretterez. L'homme resta longtemps silencieux. Je pensais qu'il m'avait raccroché au nez, mais ensuite il a dit qu'il y réfléchirait. 3 jours d'agonie, tu sais? J'ai gardé ce secret. Je n'ai rien dit à Silas de peur qu'il me gronde, qu'il me dise que je me mêle trop de ses affaires. Le 3e jour, après avoir emmené les filles à la maternelle, je suis arrivé à l'entrepôt et j'ai failli tomber à la renverse. Silas était là, tout excité, me serrant dans ses bras et me remerciant. Monsieur Harrington, le propriétaire de l'entreprise de transport, avait appelé pour nous dire qu'il allait conclure un contrat d'1 an avec nous. Il a dit que c'était à cause de la proposition que j'avais faite. À ce moment-là, mon enfant, j'ai vu un éclat différent dans les yeux de Silas. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était comme s'il m'avait vraiment vu pour la première fois. Nous nous sommes embrassés au milieu de l'entrepôt, sous les yeux de tout le monde, et avons sauté de joie. C'était un moment tellement beau que même aujourd'hui, tant d'années plus tard, je suis ému rien qu'en m'en souvenant. Ce jour a beaucoup changé dans nos vies. Silas a commencé à me considérer non seulement comme sa femme, mais aussi comme une véritable partenaire. Nous avons commencé à prendre des décisions ensemble. Il a grandement apprécié mon opinion. C'était comme si une nouvelle Gwen était née, une entrepreneur. Malgré notre succès grandissant, Silas portait encore de profondes cicatrices de son enfance. Il y avait des nuits où il se réveillait en hurlant, trempé de sueur, hanté par des cauchemars concernant son père et Naomi. Les jours particulièrement mauvais, il se repliait sur lui-même, devenant calme et distant. J'ai appris à reconnaître ces moments et à lui laisser de l'espace tout en lui faisant savoir que j'étais là. Au fil des années, les épisodes sont devenus moins fréquents, mais ils n'ont jamais complètement disparu. Notre succès en affaires semblait l'aider à guérir, lui donnant la preuve qu'il avait surmonté son passé, qu'il n'était en rien comme son père. Regardez ce qui s'est passé ensuite. Cela ressemble à un mensonge, tu sais? Notre petite entreprise grandissait et grandissait, comme la levure et les gâteaux. Très vite, nous sommes devenus célèbres dans toute la région. Cet malin, aussi intelligent soit-il, a commencé à utiliser notre licence commerciale de société SC pour acheter des camions à moindre coût. Ensuite, il engageait les chauffeurs. La flotte s'accroît naturellement. Entre-temps, je suis tombé à nouveau enceinte et notre petit, Atticus, est né. Sainte Marie, quelle joie! Je suis resté un moment à la maison pour m'occuper de lui. Nous avons décidé qu'il était temps d'abandonner la location. Nous avons acheté une petite maison, financée sur 30 ans. Mais avant qu'Atticus ait 10 ans, nous avions déjà tout payé. C'était toute une fête. Et ne le savez-vous pas, les choses ne cessent de s'améliorer. En 1985, avant d'avoir 40 ans, nous étions déjà considérés comme millionnaires. En 15 ans après le démarrage de notre petite entreprise de camionnage, nous avions créé 5 grandes entreprises de transport réparties dans tout le pays. Nous avons acheté un manoir. Vous savez, moi qui ai grandi en dormant dans une pièce exiguë avec mes frères et sœurs, je vivais désormais comme une dame. Les enfants aussi avaient tout, mais écoutez, nous ne voulions pas élever des enfants gâtés. Parfois, nous les emmenions travailler pour apprendre la valeur de la sueur et de l'argent. C'était drôle de voir ces enfants, élevés dans le confort, devoir soudainement se lever tôt pour se rendre à l'entrepôt et voir comment fonctionnait l'entreprise. Silas a mis un point d'honneur à tout enseigner dès son plus jeune âge. Il a dit que nos enfants devaient savoir ce qu'est un travail acharné pour valoriser ce que nous avions accompli. Mais vous savez, même si nous avions de l'argent, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Chaque fois que je le pouvais, j'aidais la famille, les vieux voisins. Je me suis fait un devoir d'aller au culte tous les dimanches pour remercier Dieu pour tout ce que nous avions accompli. Parfois, assis dans cet immense manoir, je me souvenais de la pauvre petite fille que j'étais, aidant ma mère à préparer des tartes à vendre. On aurait dit que c'était dans une autre vie. Mais tu sais quoi?
Autant de réconfort que nous avions, ce qui me rendait le plus heureux était de voir la famille unie, tout le monde en bonne santé. C'était effectivement la vraie richesse. Regardez comment la vie prend son tour. Après tant de difficultés, nous avons réussi à acheter une belle maison en ville pour mes parents. Sainte Marie, quelle joie de voir mon père et ma mère, déjà âgés, vivre dans un endroit décent après tant de luttes. Cela m'a mis les larmes aux yeux. Mes frères, Dieu merci, se sont tous mariés, certains mieux, d'autres pire, mais ils étaient sur le bon chemin dans la vie. Quant à la famille de Silas, les pauvres, il semblait qu'ils étaient nés avec un nuage noir au-dessus de la tête. Certains de ses frères sont venus travailler avec nous. C'était avant même qu'on devienne riche, tu sais. Nous voulions les aider, leur donner une chance. Mais ensuite, mon enfant, il s'est produit quelque chose dont je me souviens encore avec douleur au cœur. Thaddeus, le frère de Silas, a eu un accident de route. C'était dans un virage dangereux de la route 89, un de ceux auxquels on lui disait toujours de faire attention. Il n'est pas rentré chez lui. Notre-Dame, quelle tristesse. Thaddeus était si jeune, plein de vie. Il laisse 2 jeunes enfants, un petit garçon de 4 ans et une petite fille de moins d'1 an. Il commençait tout juste à gagner beaucoup d'argent, à travailler avec les camions, à faire des projets, et soudain, en un clin d'œil, tout s'est terminé. Tu aurais dû voir Silas à l'enterrement. C'était comme s'ils avaient déchiré un morceau de lui. Il restait là, regardant le cercueil de son frère, sans verser une larme, mais je connaissais mon mari. Je savais qu'à l'intérieur, il était brisé. Tu sais, parfois je pensais que Silas portait le poids du monde sur ses épaules. Il semblait que sa vie était marquée par les douleurs les unes après les autres. D'abord cette enfance souffrante, puis Naomi, sa mère, et maintenant Thaddeus. C'était comme si le destin avait choisi précisément cette famille pour souffrir. Après l'accident, nous avons accueilli la veuve de Thaddeus et les enfants. Que pourrions-nous faire d'autre? Ils étaient de la famille, non? Silas était déterminé à prendre soin de ses neveux comme s'ils étaient les siens. Je pense que c'était sa façon de gérer sa culpabilité parce qu'il se sentait coupable, tu sais? Il pensait que s'il n'avait pas appelé Thaddeus pour travailler avec nous, rien de tout cela ne serait arrivé. Mon histoire se termine ici, un long voyage d'une petite fille pauvre à une femme qui réussit. Mais plus important encore, un voyage d'amour, de courage et de résilience face à l'adversité. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à vous tous qui avez pris le temps d'écouter l'histoire de ma vie aujourd'hui. Même si la vie est difficile, il y a toujours une lueur d'espoir, comme l'ont montré ma famille et Silas. Avec amour, unité et persévérance, nous pouvons surmonter n'importe quel défi, même les blessures les plus profondes du passé.